Mesdames, Messieurs les élus, responsables de fédérations et militants, chers amis, avec ma collègue Armelle Julliard-Gendarme, adjointe au maire et conseillère régionale, nous sommes ravis de vous accueillir à Boulogne-Billancourt. Un congrès est naturellement un moment clé dans la vie d'un parti. Il est encore plus aujourd'hui, car nous allons désigner celui qui portera notre destin dans les mois et années à venir. Nous tenons à remercier notre président sortant, Jean-Christophe Lagarde, qui a su tout donner sans ménagement pour conduire notre formation politique pendant de nombreuses années. Qu'il en soit remercié et nous lui souhaitons le meilleur. Nous tenons également à remercier notre président fondateur et ancien ministre Jean-Louis Borloo, qui nous rejoindra tout à l'heure. Quel plaisir pour nous deux de vous accueillir dans notre ville. Boulogne-Billancourt est une grande ville qui compte 121 500 habitants, ce qui en fait la première ville d'Île-de-France après Paris. Nous tenons à saluer son maire qui va nous rejoindre tout à l'heure, Pierre-Christophe Baguet, qui a su en quelques années faire de Boulogne-Billancourt la ville exemplaire de la famille. Les nombreux prix reçus en témoignent. Nous retrouver au cœur des Hauts-de-Seine n'est pas une simple opportunité. C'est un symbole, voire un signe prometteur pour notre mouvement. Sous la direction d'abord d'André Santini, puis d'Hervé Marseille, notre fédération départementale compte un réseau d'élus important, pas moins de 8 maires. Permettez-moi d'ailleurs de les citer par ordre alphabétique. Patrick Donat, maire de Bourg-la-Reine, Bernard Gauduchot, maire de Vanves et conseiller régional, Denis Larguero, maire de Meudon et vice-président du conseil départemental, Philippe Laurent, maire de Sceaux et conseiller régional, Étienne Langereau, maire de Montrouge, Pascal Pelin, maire de Villeneuve-la-Garenne et conseiller régional, André Santini, maire de Vinstel, maire de Fontenay-aux-Roses. Nous disposons également de 7 conseillers régionaux et de 5 conseillers départementaux et de nombreux élus dans les différents conseils municipaux. Cette réussite doit faire école. Ce congrès n'est pas seulement un congrès de transition internationale particulièrement morose, il doit être l'occasion de remobiliser nos forces pour définir ce que l'on veut. Georges Clemenceau n'a-t-il pas écrit comme une recommandation aux générations futures dont nous sommes ? Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Ce congrès doit être aussi celui du courage. Et sans plus tarder, c'est le soin de poursuivre ce mot de bienvenue. Je vais profiter de ces quelques mots pour te féliciter de ton parcours aux côtés de notre maire depuis 2008 sur des délégations phares telles que les sports, l'éducation, la jeunesse. Un engagement reconnu, une fidélité et une constance à tes idées, à tes principes et à tes valeurs qui font honneur à notre formation politique. Je vais aussi profiter de cette prise de parole pour saluer les élus de notre département, mais aussi mes collègues régionaux et à travers eux notre président, Jean-François Vigier, qui a su instaurer autour de lui un véritable esprit d'équipe, de cohésion et, j'ose dire, de combat, quand il s'agit de parler d'une seule voix et de porter haut les valeurs et les principes qui nous sont chers. Merci. Plus que jamais, la femme et l'homme d'aujourd'hui se projettent dans un monde meilleur à travers une vie équilibrée, comblant les besoins essentiels de chacun, bénéficiant d'institutions justes, de rapports avec les autres confiants et fraternels. Un monde où travailler ne serait plus une entrave à la liberté et où les sociétés, les cultures et les croyances, loin de se nier dans leurs différences, constitueraient autant d'apports à la richesse commune. Et pourtant, l'évolution de notre société constitue le plus bel exemple de la déconcertante facilité avec laquelle la poursuite de ce que l'on vise comme idéal peut déboucher sur son contraire. S'imposent désormais des questions qui nous viennent de la nécessité de préserver notre monde naturel, de maîtriser nos conquêtes scientifiques et techniques, de repenser les fondements même des relations politiques et économiques, bref, de vivre ensemble, tout simplement, peuple et nation confrontés au même destin. Fort du constat actuel, chacun pourrait se dire que cet équilibre est si difficile à atteindre, tant le climat actuel est morose. Eh bien, si la tâche est rude,
Allons-y. Dans la vie d'un peuple, rien d'important, rien de grand, rien de ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Et c'est parce que c'est difficile, parfois semé d'embûches, que nous nous engageons tous. Et c'est parce que cela vaut la peine que nous mettons tout en œuvre pour surmonter nos difficultés. Hervé Marseille a tenu à ce que ce congrès soit une vraie journée de concertation et d'échange. Il ne s'agit pas d'arriver avec un programme tout tracé, mais plutôt de le construire tous ensemble. Ainsi, le premier débat de la matinée sera consacré à l'UDI de demain, avec une réflexion sur ce qu'il nous faudra mettre en œuvre collectivement pour développer et organiser notre mouvement au niveau national et au niveau local. Le second débat nous permettra de mettre en lumière les axes avec lesquels nous souhaiterions tous, travailler en 2023. Un moment d'échange crucial qui nous permettra de mettre à profit l'année à venir pour refonder notre doctrine et définir des enjeux qui nous sont chers. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente matinée, un excellent congrès. Bonjour. Non, mais d'abord, merci d'être présent de bonne heure comme ça, un samedi. On aura l'occasion d'en reparler à l'instant. Merci à mes collègues élus parlementaires, maires des Hauts-de-Seine. Mais je voulais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Christophe Fromentin, qui est maire de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qui est un ami proche du mouvement, qui est président d'un mouvement qui s'appelle Territoire au Mouvement, et il est venu apporter son salut amical, et je lui laisse la parole parce qu'ensuite, il est comme beaucoup d'élus ici, il a des activités municipales et il devra nous quitter. Voilà, Jean-Christophe. Voilà, merci, cher Hervé, de m'accueillir. Merci à vous tous d'être présents, parce que je crois, comme ça a été dit juste avant moi, que c'est important de reconsidérer cette ouverture, ces rassemblements qui permettent demain, à l'aune des talents, des engagements des uns et des autres, de rebâtir quelque chose. Votre congrès arrive à un moment finalement assez intéressant, à un moment où il est encore temps de prendre de l'élan pour l'échéance de 2027, parce qu'elle ne s'improvisera pas 6 mois avant, 1 an avant, dans une liste de programmes qui seront sans effet, comme on le voit depuis maintenant 2 élections présidentielles. Il est au bon moment parce que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, prétendre prendre en main notre pays ne s'improvise pas. Les fondamentaux structurels qu'il faut repenser ne sont pas l'affaire de 10, 15, 20, 50 ou 200 mesures. C'est plus compliqué que ça. Je pense qu'à la fois la défiance, à la fois l'attrition de la dynamique économique, à la fois les défis environnementaux posent un sujet qui dépasse les programmes qu'on a l'habitude de décliner aux grandes échéances nationales. Pour ça, il faut repenser, réimaginer, réinventer quelque chose. Dans une contribution qu'on avait rédigée en 2021-2022, on posait avec quelques parlementaires, quelques élus locaux, quelques universitaires, on posait vraiment le sujet d'un nouveau modèle de société, puisque, en gros, l'adaptation du modèle actuel aux défis qu'on a à relever n'est pas possible. C'est comme réparer sans cesse un vieux moteur. À un moment, on a beau mettre des pièces neuves, raccommoder, raccorder, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut, 3 ans, 4 ans avant l'élection présidentielle, poser véritablement les fondamentaux d'un nouveau projet de société. Et l'avantage qu'on a, indépendant, en ayant cette indépendance revendiquée dans l'acronyme UDI, c'est justement peut-être d'avoir... Voilà, il y a des effets spéciaux que je n'ai pas voulu, hein, rassurez-vous. Mais en même temps, il appuyait sur le I de UDI, donc très bien. Et je me rappelle avoir d'ailleurs participé il y a 10 ans, on était quelques-uns, certains sont dans la salle, dans un restaurant parisien, un soir d'avril ou mai ou juin, plutôt 2012, à la création du groupe parlementaire UDI, autour de Jean-Louis Borloo, on devait être une douzaine. Et le mot, la discussion portait justement
sur ce mot indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que ça veut dire trois choses. Ça veut dire une forme de lucidité et d'objectivité que permet l'indépendance. Quand on est indépendant, on n'est pas aliéné, si j'ose le mot. On a un esprit critique peut-être un peu plus aiguisé. Et on l'a probablement les uns et les autres, parce que tu le rappelais Hervé, les contingences locales qu'on a choisies, qu'on assume et qui nous plaisent, ces contingences locales, elles nous donnent cette liberté. Elles nous donnent cette réalité, elles nous donnent cette objectivité, elles nous donnent cette réalité au terrain, qui est, je crois, le propre de l'UDI, d'un mouvement d'indépendants, et qui sera probablement celui dont les gens auront besoin pour retrouver une perspective de confiance dans la politique. Ce mot indépendant, il est aussi finalement un mot qui nous met à distance des vieilles idéologies, qui nous permet d'avoir cette capacité à remettre en cause, peut-être encore une fois, des vieux sous-jacents un peu dogmatiques, et à repenser la société à l'aune des défis qu'elle a à relever. Et en même temps, un mouvement d'indépendants, c'est un mouvement qui incarne une certaine fraternité, parce que je crois que les alignements, encore une fois, des vieux partis politiques, et on le voit avec des élections qui se termineront ce week-end dans un grand parti, pour autant ne mènent plus à grand-chose, si ce n'est une surenchère sur quelques éléments émotionnels qui traversent l'actualité. Et donc je crois fondamentalement que nous avons, élus locaux, indépendants, engagés dans les territoires, garder la lumière allumée sur ce qui est le propre de la politique, c'est-à-dire la confiance. Les partis politiques incarnent à peu près 3% de la confiance des Français quand le CEVIPOF les interroge sur le regard qu'ils ont sur le monde politique. 3%. Les maires, 60 ou 70%. Les élus locaux en général. Donc pourquoi finalement construire sur ce qui génère de la défiance, alors que la confiance est vraiment le socle de la perspective politique que les uns et les autres attendent. Voilà, chers amis, c'est un peu ce sujet. Et vous voyez, cette semaine, je regardais dans la presse un indicateur qui est sorti du gouvernement, qui est notre balance commerciale, qui va probablement atteindre en 2023 le seuil de 200 milliards. Elle tournait autour de 50, 70, 80 milliards à peu près de déficit depuis quelques années. On craignait le cap 200 et probablement on va atteindre le seuil des 200. Et quand les uns et les autres décrivent la structuration de ce déficit commercial, on voit que finalement une partie, bien entendu, est due à l'énergie, mais la plus grosse partie est due à la régression de nos exportations. Alors on pourrait le considérer comme un agrégat très technique, très économique. En même temps, je crois, et c'est pour ça que je veux terminer là-dessus, que c'est un agrégat qui mériterait notre attention parce qu'il incarne trois grandes difficultés. Il incarne une difficulté, bien sûr, économique, et je pense que la plus grande difficulté économique qu'incarne cet agrégat, c'est la déterritorialisation de notre économie. J'y ai un peu travaillé il y a un an à peu près, j'y avais travaillé comme parlementaire également, et en fin de compte, je m'apercevais que, et c'est un constat assez partagé, que si on est si mauvais à l'exportation, c'est qu'on a déterritorialisé notre économie. On a abandonné nos avantages comparatifs. On fait comme les autres. Beaucoup d'économistes disent attention à une économie surexposée, à une start-up nation qui est trop technologique, qui est trop technique et qui finalement perd ce qui constitue l'ADN de l'économie française. Et on le voit d'ailleurs quand on voit ceux qui performent à l'exportation, ce sont des secteurs qui sont totalement enracinés, le luxe, l'agroalimentaire et quelques autres, dont les sous-jacents sont totalement fondés dans nos territoires. Et ça, un parti comme le vôtre, nos mouvements indépendants, sont extrêmement attachés à cet enracinement, à cette idée que l'ensemble, l'entièreté de la géographie porte en germe ce qui qualifiera notre économie demain. Donc, le commerce extérieur est élément visionnaire de l'avenir et de la performance économique d'un pays comme le nôtre. Deuxième élément, un élément social. Reconstruire une économie ancrée dans les territoires, c'est redonner à chacun la possibilité d'y vivre. C'est redonner une fierté. C'est réinventer et redécliner nos cultures. Parce que ces économies performantes à l'exportation, les deux que j'évoquais par exemple, sont totalement enracinées dans une histoire, dans un ADN culturel. Et c'est un peu aussi la matrice de votre mouvement, de notre perspective d'indépendance, que d'avoir cette conviction que chacun peut réussir là où il vit. Et qu'il n'y a pas d'injonction métropolitaine auquel tout le monde doit se souiller. Et puis enfin, le commerce extérieur, c'est un témoin
déficit public. Pourquoi on est aussi déficitaire? C'est à la fois parce qu'on a perdu cet ADN, je l'évoquais, mais aussi parce que le poids des charges est insupportable. Le poids des charges est insupportable et il neutralise à la fois la capacité de fonds propres de nos entreprises et il leur donne cette charge supplémentaire qui disqualifie à l'exportation. Et puis le dernier élément, et je sais qu'on y est, on voit bien que ce déficit commercial est à 200, il va probablement, je vais quitter les micros, parce que je pense que c'est une voix qui porte, donc on m'entend très bien, et je termine là-dessus. Voilà, il va probablement aussi créer une distorsion d'intérêt avec les Allemands. Quand vous avez une économie qui a besoin d'un euro fort et l'autre qui a besoin d'un euro faible, ben vous avez tout simplement les fondements d'une politique monétaire qui s'écroule et vous avez toutes les conditions d'une tension entre les pays européens. Voilà, je terminais là-dessus parce que je ne suis qu'invité, mais un grand merci Hervé. J'apprécie beaucoup cette ouverture et cette idée de travailler ensemble dans une perspective ambitieuse, comme encore une fois la confiance que l'indépendance nous donne, la lucidité que l'indépendance nous donne. J'ai confiance en vos travaux et si vous élisez ce que j'espère, Hervé Marseille comme président, je ne doute pas que l'UDI sera un élément de rassemblement dans les années à venir. Merci.